Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à vous dans cette émission spéciale consacrée à la biodiversité, puisque nous célébrons la journée internationale de la biodiversité le 22 mai de chaque année. L'Algérie, par sa position géographique, présente une grande diversité de biotopes occupés aussi par une importante biodiversité. Afin de protéger ce patrimoine naturel national, mais aussi mondial, fragile et fragilisé aussi par la conjoncture climatique, aussi par les activités humaines intense, une stratégie nationale en collaboration avec les acteurs internationaux a été mise en place, notamment la création d'un réseau de parcs culturels algériens qui sera d'ailleurs le thème de notre émission ce soir. Ce parc ou ce réseau de parcs culturels algériens occupe ou couvre 43% de la superficie du territoire national. Ce projet initié depuis déjà 1998, mis en œuvre à travers plusieurs phases, conçoit le Sahara central comme un territoire unique et l'un des principaux sites mondiaux pour la conservation de l'aire biotope du désert. Dans cette perspective, quel est le rôle et quels sont les objectifs de ces parcs culturels algériens? Quels sont les moyens et les techniques qui sont mises en œuvre afin justement d'assurer une gestion de ces parcs culturels et surtout quelles sont les perspectives pour une durabilité de ces parcs, notamment après les ateliers de clôture de ce projet qui est prévu pour le 23 mai, donc pour après-demain. Et pour répondre à ces problématiques, nous recevons ce soir M. Salah Amokran, qui est le directeur national des projets, donc des parcs culturels algériens au niveau du ministère de la Culture. Parmi nous également M. Mouali Aïssa, qui est consultant et écologue aussi. Et parmi nous également M. Abdelnour Moussouni, chargé de la planification à la direction nationale des projets. Messieurs, bonsoir et bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et avant donc de commencer notre débat, nous vous proposons ce soir un documentaire qui a été organisé justement par la direction produit par la direction nationale des projets des parcs culturels algériens. C'est un documentaire qui est intitulé Conservation de la biodiversité des parcs culturels. Je vous invite donc à le découvrir, à le voir et on se retrouve juste après. La biodiversité est le fondement de la vie sur Terre. Pourtant, son déclin a atteint un niveau sans précédent. 1 million d'espèces animales et végétales seraient aujourd'hui menacées d'extinction. Plus de 85% des zones humides ont disparu pendant les 3 derniers siècles. Une situation alarmante pouvant engendrer des conséquences dévastatrices et radicales pour la planète et l'humanité. Des voix s'élèvent partout dans le monde pour une prise de conscience collective d'un changement impératif de trajectoire vers une vie en harmonie avec la nature. Ce changement de paradigme doit être inclus dans nos modes de vie et dans toutes les politiques nationales pour préserver la biodiversité. L'Algérie est partie à la Convention sur la diversité biologique depuis 1995, concrétise à travers sa politique nationale, notamment son réseau de parcs culturels, une nouvelle approche de conservation patrimoniale et contribue efficacement, avec l'appui du projet des parcs culturels, à la conservation de la biodiversité nationale d'intérêt mondial. La catégorie parc culturel constitue un modèle national basé sur une approche novatrice et originale, adaptée à ce nouveau paradigme mondial en matière de conservation de la biodiversité, notamment en zone aride, sous le postulat d'indissociabilité nature-culture. Les parcs culturels algériens de la Hagar, du Tassili Najer, de l'Atlas saharien, du Touat Gourara, Tidikelt et de Tindouf couvrent des territoires d'exception sur une surface dépassant 43% du territoire national, abritant
Une biodiversité remarquable et exceptionnelle, avec une richesse et un endémisme très prononcés. Cette diversité exceptionnelle, résultat d'une longue évolution, inclut des écosystèmes complexes. Des espèces d'importance mondiale comme le guépard saharien, le mouflon à manchette, le vautour pecnoptère, le cobra d'Afrique, le cyprès du Tassili, l'arganier de Tindouf et d'autres espèces pas moins importantes. Certaines espèces disparues sont en grande partie immortalisées par des œuvres rupestres préhistoriques, d'âge néolithique et protohistorique, à travers une multitude de galeries à ciel ouvert. Le bestiaire représenté par ces œuvres rupestres peintes ou gravées nous renseigne sur la faune exceptionnelle ayant peuplé ces territoires, comme les girafes, les antilopes, les éléphants, les autruches et les rhinocéros. S'engage à préserver la biodiversité et les écosystèmes. Donc la prise en charge de la biodiversité au ministère de la Culture, donc c'est une histoire assez particulière, donc qui a commencé à la création des parcs, donc en 72 avec le premier parc créé, le parc du Tassili Nadjer, qui ont dans leur mission initiale donc la prise en charge des patrimoines, des deux patrimoines naturels et culturels, sur le postulat d'indissociabilité, qui est donc un principe de base de la gestion des parcs culturels porté par la loi 98-04 portant protection du patrimoine culturel. La contribution des parcs culturels à la conservation de la biodiversité mondiale est rehaussée durant l'année 2020 à travers leur reconnaissance par l'Union internationale pour la conservation de la nature comme autre mesure de conservation efficace par zone pour la région MENA, Afrique du Nord et Moyen-Orient. Cette reconnaissance a permis à l'Algérie d'atteindre l'objectif 12 de la stratégie et du plan d'action nationaux pour la diversité biologique ainsi que l'objectif 11 d'Aichi. Ces parcs culturels préservent-ils leur biodiversité et gèrent-ils les services qu'ils procurent? La réponse à cette question se fera à travers le partage de l'expérience du projet des parcs culturels dans la gestion et la conservation du patrimoine naturel des parcs culturels. Donc à cet édifice national du réseau des parcs, le ministère de la Culture, à travers la coopération internationale, a initié deux grands programmes de conservation de la biodiversité des parcs culturels. Ça a commencé avec l'histoire des deux parcs du Tassili et de la Hagar, entre 2005 et 2010. Après, il y a eu cette extension entre 2013 et 2021 pour le reste du réseau des parcs culturels. C'est les projets portant conservation de la biodiversité d'intérêt mondial dans les parcs culturels en Algérie et qui avait comme objectif global, c'est de renforcer la gestion systémique pour une meilleure prise en charge de la conservation de la biodiversité dans le réseau des parcs culturels en Algérie, avec bien sûr des interventions au niveau du système, donc sur l'ensemble des parcs, et des interventions techniques, donc de la gestion conservatoire au niveau des parcs. Voilà. Donc la partie systémique, c'était beaucoup plus du renforcement du cadre juridique, réglementaire, renforcement de capacité, formation, communication. Par contre, la deuxième partie, c'est beaucoup plus la partie technique du programme, du projet, c'est l'intervention au niveau des sites, principalement le parc du Tassili et le parc de la Hagar, mais avec une extension vers la fin du projet, vers les autres parcs. L'intervention au niveau des sites, c'est l'intervention beaucoup plus technique, c'est la gestion conservatoire, c'est les méthodologies, c'est les outils mis en place pour gérer, conserver, protéger la biodiversité, et essentiellement aussi pour d'autres aspects, principalement la gestion collaborative, donc c'est l'association, la participation des populations et des différents partenaires dans la gestion des patrimoines naturels et culturels. Et le dernier volet, c'est le développement d'un tourisme, d'un écotourisme au bénéfice et des populations.
Le projet des parcs culturels lancé en 2013 est à l'origine de la mobilisation de compétences humaines nationales, de moyens techniques et de production de méthodologies scientifiques pour suivre la biodiversité et l'identification des différentes menaces pesant sur son maintien. Au vu de l'importance mondiale de la biodiversité qu'abrite le réseau des parcs culturels algériens, l'immensité des territoires et la fragilité induite par l'impact anthropique d'une part et les changements climatiques d'autre part, la mise en place d'un système de suivi et de contrôle de la biodiversité capable de générer des indicateurs de manière chiffrée et ou cartographique sur son état de conservation était une priorité. Donc ainsi, le projet des parcs culturels a mis en place un système de suivi. Le système développé pour le suivi de la biodiversité est basé sur une approche pluridisciplinaire. Il est piloté par les cadres de la Direction nationale du projet et mis en œuvre par les équipes des offices des parcs culturels qui assurent avec une grande maîtrise technique les missions de monitoring de la biodiversité. Alors ce système conçu de manière à être fonctionnel, adaptatif et évolutif permet de répertorier de façon systématique et normalisée toute la biodiversité existante sur les itinéraires de suivi, donc à travers des méthodologies d'inventaire bien sûr simples, scientifiquement reconnues et faciles à mettre en œuvre. La collecte de la donnée se fait à l'aide de cahiers d'observation et outils méthodologiques conçus pour standardiser et harmoniser l'information qui, une fois analysée, donc permet d'alimenter la base de données et les systèmes d'information géographique du projet. Les difficultés de terrain, l'aridité du climat sont surmontées au quotidien par nos équipes lors de leur mission de terrain. Le développement technique des méthodologies et des différents protocoles est appuyé également par la connaissance traditionnelle des détenteurs des savoirs traditionnels. Cette synergie entre maîtrise technique et savoir traditionnel est la clé de voûte de l'efficacité du système de suivi mis en place par le projet. L'implication de la population locale est au cœur de cette approche. Ces équipes constituées d'éléments de la population locale assurent de façon continue et instantanée le suivi de la biodiversité sur les sites prioritaires. Donc, cette initiative permet d'une part d'associer leurs connaissances aux informations scientifiques et techniques et d'autre part aussi de leur faire prendre conscience de la fragilité de la biodiversité et de leur rôle dans sa protection et sa préservation pour les générations futures. La population locale, vivant en harmonie avec son milieu naturel dans les différents sites d'intervention du projet, est associée aussi à travers de nouvelles initiatives pour le suivi de la biodiversité. Première du genre, des femmes rurales dotées d'appareils photo et formées dans la prise de vue contribuent à la documentation de la biodiversité des sites prioritaires de la Taïsa et de la Tefedest, produisant une donnée de qualité de la biodiversité du parc culturel de la Hagar. L'expérience de Sakina met en évidence l'intérêt d'associer les populations locales dans toute stratégie de conservation de la biodiversité. أهلا أصحاب الحظيرة، إيش راكم لاباس؟ الحمد لله. بغيت نكلمكم على كانت ميموار هذه باش تدوها عليا تفرغوها ترجعوها ليا باسكو ما عنديش مواصلات الريزو مكان باش نكلمكم. لا هذه دقيقة كاين الريزو. Ces populations sont des témoins de changement et des réserves de la connaissance traditionnelle. نعاون المشروع بالصور هادو باش هما اللي يعرفوا كيف يديروا لهم التصاوير هادو، ونعاونكم باش نحمي البيئة نتاعي، نحمي البيئة ما نخليش الناس يقطعوا الشذور ويقطعوا النخيل ويقطعوا يفسدوا في الحشيش، ونحب نعاونكم في هذه الحظيرة اللي راكم فيها وراني فيها نخدم معاكم. Des savoirs hérités de leurs aïeux et préservés jalousement. Valoriser et documenter ces connaissances et pratiques traditionnelles constitueront certainement des solutions futures pour la conservation de la biodiversité et de l'adaptation des populations aux effets du changement climatique.
En plus de la diversité spécifique de la faune et de la flore, les parcs culturels renferment 9 zones humides d'importance mondiale. Ces écosystèmes aquatiques constituent des espaces de vie à haute valeur bioculturelle. Leur place dans l'écosystème saharien est capitale pour le maintien de la biodiversité et le développement des populations locales, notamment les nomades. Elles sont indispensables en raison des services qu'elles procurent. Nous avons justement une diversité de zones humides remarquable à l'échelle des parcs culturels. Toute cette diversité est importante pour le maintien d'une connectivité écologique à l'échelle des territoires des parcs culturels, à l'échelle nationale également, mais aussi pour le maintien d'une biodiversité d'importance internationale. Donc il faudrait savoir que ces zones humides sont l'objet d'une exploitation pour des activités touristiques, pour des activités de recherche scientifique, pour le loisir, pour l'épanouissement de manière générale. Malgré leur intérêt écologique, culturel et économique, les zones humides subissent des pressions, à l'exemple des changements climatiques, de l'exploitation excessive des ressources, des déchets, de la pollution provoquant l'accélération du processus d'eutrophisation de ces écosystèmes, des activités pouvant engendrer une fragmentation des habitats et celles liées au tourisme irresponsable. En réponse et pour une réduction significative de ces différentes menaces identifiées, le PPCA est intervenu par la mise en place d'un dispositif technique pour le suivi des zones humides. Un suivi régulier et également intégré les autres, les acteurs concernés par la conservation des zones humides. Donc, dans ce sens, un cadre méthodologique a été conçu, intégrant les différents indicateurs de suivi. Nous parlons donc d'indicateurs physico-chimiques, le pH, conductivité, salinité et autres indicateurs, mais également des indicateurs d'indice biotique sur la base d'une méthodologie qui a été choisie pour le suivi des zones humides des écosystèmes sahariens. En cohérence avec la politique nationale tracée en matière de conservation des zones humides, le projet a élaboré des plans de gestion des sites Ramsar, Dihrir et Defilel pour garantir leur préservation, leur utilisation rationnelle et leur inscription dans une dynamique de développement économique viable et durable. Les plans de gestion des sites Ramsar, Defilel et Dihrir se fondent sur le principe d'indissociabilité culture-nature. Elles ont pour objectif global de conserver et de valoriser les patrimoines écoculturels des sites Ramsar, selon une approche combinée, écosystémique, approche patrimoniale et approche collaborative dans la gestion. Le suivi de la biodiversité et des zones humides assuré par les équipes locales, génère en continu de l'information scientifique et technique. Ces informations, une fois analysées, servent comme données de base pour l'adaptation de la politique de gestion et d'intervention pour la protection des patrimoines naturels et culturels des parcs. Ce travail est également soutenu par la réalisation de diverses études thématiques menées par des équipes pluridisciplinaires d'experts nationaux. Le projet a également apporté une importante contribution en matière d'amélioration des connaissances des parcs culturels grâce aux études thématiques réalisées, notamment les études diachroniques des parcs culturels qui renseignent sur l'évolution des principaux écosystèmes des parcs culturels durant les 30 dernières années. Une autre importante contribution du projet se rapporte à l'élaboration des outils de planification et des plans de gestion. Il s'agit des plans de gestion des parcs culturels de la Hagar et du Tassili, des plans de conservation des patrimoines écoculturels des parcs culturels de l'Atlas saharien, de Tindouf et de Touad Gourarati Dikil, le plan de conservation Différents résultats enregistrés par le PPCA et pour une meilleure prise en charge de la biodiversité dans son cadre global, d'un point de vue scientifique, institutionnel, réglementaire et culturel, les parcs culturels affirment désormais leur originalité dans la gestion et la conservation de la biodiversité. Une approche novatrice appuyée par des programmes de communication, de sensibilisation et de valorisation. À
travers cette approche communicationnelle transversale, le projet des parcs culturels a rehaussé la notoriété du réseau des parcs culturels au niveau national et international. Il a élargi la base des parties prenantes impliquées dans la conservation de la biodiversité. Il a également contribué à la valorisation et la vulgarisation des patrimoines des parcs culturels. Et il a réussi à valoriser le travail scientifique mené par les équipes du projet pour conserver cet héritage naturel et veiller à sa préservation. Documentaire réalisé par la Direction nationale des projets des parcs algériens intitulé « La conservation de la biodiversité des parcs culturels ». Bonsoir à nouveau à vous tous. Je rappelle, nos invités sont déjà parmi nous. Monsieur Salah Hamkran, directeur donc, national des projets des parcs culturels algériens au niveau du ministère de la Culture. Monsieur Mouali Issa, consultant écologique. Et Monsieur Abdelnour Moussouni, chargé de la planification à la Direction nationale du projet. Bonsoir à nouveau à vous. Alors, Monsieur Hamkran, je commence par vous. Alors, il faut dire que dans le cadre des études liées aux organismes territoriaux d'une manière générale, nous avons tendance à ignorer un petit peu l'importance du triptyque nature, culture, vie sociale. On a plutôt tendance à les étudier séparément. D'où toute l'importance d'ailleurs de penser à ces projets. Oui. On a tendance d'y aller vers la spécialité. Donc chaque spécialiste voit que le domaine qui le concerne ou dans le domaine lequel il intervient. C'est là l'intérêt des parcs comme réceptacle d'une vision et d'une stratégie de gestion qui intègre les différents partenaires et les différents éléments dans le triptyque culture, nature et vie sociale. Effectivement. Alors justement, Monsieur Mouali, vous avez été parmi le premier groupe donc, de réflexion et d'initiation à ce projet. Donc déjà depuis 1998, donc plusieurs volets ont été pris en considération afin de mettre en œuvre ce projet, n'est-ce pas? Oui, quand j'ai commencé à travailler dans ce projet, j'avais une petite consultation. Il s'agissait effectivement de faire un inventaire des connaissances sur les oiseaux du parc. Dans le temps, on l'appelait le parc national de la Hagar. Mais par la suite, la deuxième phase, j'ai eu le plaisir de participer à un travail de formation itinérante. Donc, on allait dans les villages de la Hagar et puis et du Tassili dans le cadre de ce projet pour enseigner le développement durable, l'éco-développement, l'écologie, tout simplement comme discipline, avec comme tableau le sable et comme bâton de craie, un bâton de bois, donc avec les populations, avec un langage très simple pour faire passer un certain nombre de choses. Bon, par la suite, la chance m'a été donnée dans cette phase de travailler d'abord dans le processus d'élaboration des profils éco-culturels. Alors quand nous sommes arrivés à cette notion de profil éco-culturel, c'était
tout simplement très agréable parce qu'on avait l'anthropologue, on avait l'archéologue, on avait le socio-économiste, puis l'écologue. Parfois, en écologie, il y avait l'écologue animaliste et puis l'écologue, le botaniste. Donc, cette richesse de profils de scientifiques et puis qui se déroule sur le terrain. C'est pas un travail dans un bureau, c'est sur le terrain. C'est passer des nuits dehors avec toutes ces personnes, manger quelque chose qu'on a préparé parfois ensemble. On va dire que c'est une expérience même très riche, finalement. Mais c'est donc plus là, on revient à vous, d'ailleurs, M. Amokran, lorsque vous disiez qu'aujourd'hui, grâce à ce projet, on va dire, les spécialistes se sont mis d'accord, se sont mis donc autour d'une table et se sont mis d'accord. Donc pour poser un petit peu ce postulat, je reviens à vous, d'ailleurs, M. Abdelnour Moussouni, il faut dire que la question de l'importance justement de la préservation des biens culturels est déjà présente déjà dans la loi 98-04. Le projet des parcs culturels vient avec ce postulat justement d'indissociabilité entre le triptyque duquel nous avons parlé, donc nature, culture et vie sociale. Alors expliquez-nous davantage ce postulat ou ce concept. Oui, effectivement. Si vous voulez, cette notion, elle est ancrée déjà dans la loi 98-04, qui est à la base de la création de ces parcs culturels, où, comme vous l'avez si bien dit, avant on prenait ces aspects d'un seul angle. Là, on les prend séparément. Là, on les prend sous une approche novatrice, qui est celle d'indissociabilité culture-nature. Parce que souvent, on dit que, dans le jargon qu'on utilise, on dit que nos solutions, elles sont dans la nature. Mais ces solutions, elles s'expriment à travers la culture des populations locales, à travers leur savoir et savoir-faire, à travers leurs pratiques au quotidien. Donc, d'où l'importance justement d'asseoir une approche qui est fondée sur ce concept d'indissociabilité culture-nature, qui est ancré, qui est porté et qui est aussi traduit à travers ce réseau de parcs culturels algériens. Et justement, alors, M. Saleh Amokran, dans ce sens, la mise en œuvre de ce projet, donc le projet des parcs culturels algériens, a été mis en œuvre sous, on va dire, plusieurs phases, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Comme d'ailleurs les parcs culturels ont été créés et mis en place, le réseau est mis en place sur plusieurs phases. Le projet de conservation de la biodiversité des parcs culturels donc, a été initié en deux grandes phases. La première phase, c'est entre 2005 et 2009. La deuxième phase, c'est entre 2013 et 2022. Bien sûr, pour la première phase, il y avait une phase préparatoire. C'était parce que c'était le début de toute cette aventure au sein du ministère de la Culture. Donc on devait préparer un document sur lequel qui devait servir de premier document de projet. Une fois que le projet donc, a été soumis au financement du Fonds de l'environnement mondial, bien sûr par le biais du cadre national, donc à travers le ministère des Affaires étrangères et l'adoption du ministère de l'Environnement à travers le plan focal national, le projet est mis en œuvre à partir de 2005. Il faut juste rappeler qu'en 2005, l'exécution, c'était une exécution directe par l'agence d'exécution qui était le PNUD. 2005-2009 avec des objectifs atteints et une évaluation satisfaisante de cette première phase nous a permis à l'Algérie d'y aller vers la seconde phase, celle qu'on est en train de mener et de clôturer. Cette deuxième phase donc, a été initiée, donc, comme je l'ai dit, entre 2013 et 2020, mais à la différence cette fois-ci avec une exécution nationale complète. Donc, 100% compétences nationales. 100% compétences, en quoi, comme disait Aïssa, donc la première phase nous a servi d'exercice, on a appris, et on ne pouvait pas revenir demander encore, faire une exécution directe de l'agence. Donc on l'a fait, exécution nationale, et je vous dis que cette deuxième phase a été évaluée aussi. Donc il y a eu une évaluation à mi-parcours en 2017, et une dernière évaluation en décembre 2021, et c'est une évaluation très satisfaisante. Donc, nous reviendrons d'ailleurs sur l'évaluation. On en parlera. C'est ça à peu près. Donc, si on revient en 98, pratiquement c'est 24 ans d'investissement dans la gestion sur ce postulat d'indissociabilité. Donc c'est une nouvelle vision. Pour nous, l'animal ou le végétal, ce n'est pas qu'une espèce à protéger, mais certaines espèces font partie de
notre héritage, de l'histoire naturelle de l'Algérie. Lorsqu'on parle du guépard, lorsqu'on parle du cyprès, lorsqu'on parle de l'arganerie à Tindouf. Ça reste des espèces endémiques. Endémiques, mais qu'on devrait ériger, les relever au stade de patrimoine, pas que d'espèces à protéger. D'ailleurs, même au patrimoine mondial, le classement du Tassili Nadjar est classé patrimoine naturel et culturel. C'est un site mixte. D'ailleurs, pour nous, le début, c'est dans cette classification site mixte. Qu'est-ce que ça veut dire un site mixte? C'est un site où on a donc de potentialités, de la valeur naturelle et de la valeur culturelle qu'on doit gérer d'une manière durable. Le Tassili, c'était le début, et ce projet donc est venu renforcer cette nouvelle vision qui a pris de l'ampleur. Au jour d'aujourd'hui, en 2022, toutes les agences et les structures internationales travaillent dans ce sens, à l'ICOMOS, à l'IUCN, à l'ICROM, à l'UNESCO. Maintenant, la gestion, c'est une gestion intégrée qui prend en charge toutes les composantes. On n'est plus dans la gestion sensu stricto de spécialistes. Parc, on devrait protéger la végétation, mais on devrait préparer tout avec l'ensemble des acteurs dans les populations locales et les partenaires au niveau local. Effectivement. Alors justement, M. Amokran, vous avez un petit peu évoqué l'importance de relever ces espèces animales et végétales au rang du patrimoine national. Dans cette perspective, M. Moussouni, alors ce sont des parcs quand même qui recèlent des espèces, qu'elles soient végétales ou animales endémiques à l'Algérie. Quelles sont justement les potentialités écologiques et la biodiversité qu'on retrouve dans ces parcs? Alors, la particularité du réseau des parcs culturels algériens, d'une part, c'est qu'il y a cette grande étendue, une grande étendue, mais qui est caractérisée par une certaine connectivité. Du Tassili vers la Hagar, vers le toit de Gourati des Keltes, pour rejoindre Tindouf et l'Atlas saharien. Donc il y a une connectivité, il y a des couloirs, si vous voulez, éco-biologiques qui sont là, qui sont établis. Bon, pour lesquels il faut produire de la donnée, la spatialiser justement pour pouvoir orienter des prises de décision en matière de conservation. Donc le réseau du parc, il abrite une biodiversité que je qualifie qui présente une valeur universelle, une valeur mondiale, à travers des espèces qui sont témoins de l'évolution, si vous voulez, climatique et géologique de tous ces territoires. Si on parle des traces de dinosaures, par exemple, au niveau de l'Atlas saharien, de la région de Riyad, ou bien au niveau de Ain Salah, les ossements de dinosaures. Si on parle de certaines espèces reliques de plantes, telles que le sucré du Tassili, de certaines espèces pour lesquelles l'aire de répartition est confinée à ces territoires-là. Si on parle du guépard saharien, par exemple, si on parle de l'arganerie au niveau de la région de Tindouf. Donc, toute cette biodiversité, elle est exceptionnelle, elle est caractéristique, et je rejoins M. Amokran sur ce point. C'est-à-dire qu'il faut élever cette catégorie de biodiversité pour ne pas, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que à l'état actuel, donc, il n'existe pas encore des outils pour catégoriser cette biodiversité à l'instar de ce qui se fait ailleurs. Par exemple, pour les listes, on n'a pas de liste rouge, par exemple, nationale. Donc, il faut les élever à un rang plus élevé, à un rang patrimonial, pour pouvoir les protéger encore davantage. C'est-à-dire pour que cela... Justement, M. Moussouni, qu'est-ce que vous entendez dire par des listes rouges? Donc, il y a une évaluation qui se fait pour les espèces végétales et animales, et aussi il y a récemment donc même un listing pour les écosystèmes, donc une liste rouge pour les écosystèmes, où il y a des critères pour l'évaluation, si vous voulez, de la vulnérabilité de ces espèces. Donc il y a souvent une évaluation globale, une évaluation mondiale. Il y a aussi des évaluations qui se font dans c'est-à-dire des parties plus confinées, des évaluations régionales. Certains pays donc ont leurs propres critères d'évaluation pour justement caractériser la vulnérabilité, l'état de conservation des espèces faunistiques et floristiques. Donc nous, on se base sur ces critères, mais il y a à un certain moment une nécessité de mettre en place une approche adaptée à un contexte local, un contexte national et un contexte local, justement pour pouvoir avoir une meilleure appréciation de l'état de conservation de toute cette biodiversité nationale. Et ça passe inéluctablement par des inventaires, parce que
À l'état actuel, les inventaires ils sont fragmentaires. On dispose de données, par moment, les données elles existent, mais on n'a pas une répartition spatiale complète. Des fois, on a des données, mais qui sont très anciennes, qu'il va falloir actualiser. Donc, ce sont des aspects sur lesquels le projet justement des parcs culturels algériens a travaillé. Donc, il a œuvré pour mettre en place un système justement de documentation, de suivi de cette biodiversité, justement pour servir de base, si vous voulez, pour produire une donnée fiable, une donnée pertinente pour pouvoir établir justement ces évaluations. Ce sont des bases de données aussi qui vont servir les études, les recherches, même au niveau universitaire. Justement, vous me tendez la perche, M. Moussouni, par rapport au travail, au contexte local. Justement, alors, je reviens à vous, M. Mouali, par leur légitimité juridique et politique, les parcs culturels peuvent être considérés comme de véritables bastions protecteurs de cette biodiversité. Cependant, le concours de tous est primordial. Donc là, on parle un petit peu de gestion collaborative, on parle un petit peu aussi de la responsabilité des acteurs locaux afin d'assurer une continuité de ce projet. Effectivement, et absolument, vous avez absolument raison de toutes les manières dans le processus qui a été fait. Je prends l'exemple du Tuwat Gorara Tidihelt, je prends l'exemple de Tindouf, et puis récemment l'exemple des zones humides d'Afilal et dans la gare et de Diherir dans le Tassili. Tous les travaux qui ont été faits ont été couronnés par des plans d'action, et dans les plans d'action, les actions ont été réfléchies de manière à ce que tous les partenaires locaux, est-ce qu'il y ait une synergie des partenaires locaux pour la réalisation de toutes les actions qui ont été programmées. Donc, une véritable synergie intersectorielle. Intersectorielle. Nous ne pouvons pas nous en échapper quand il s'agit de ça. Le projet en fait a servi de cadre. Le projet a éclairé sur les situations dans les territoires qui concernent les différents parcs. Donc, à partir de là, les inventaires qui ont été faits, parfois des régions qui n'ont jamais été prospectées. Donc, vous avez déjà une première donnée dans ce sens-là. Et maintenant, les pistes sont ouvertes parce que la jonction ou la connexion avec le monde universitaire, à travers tous les documents qui ont été produits dans le cadre de ce projet, il suffit de lire par la suite, quand ils seront rendus publics, il suffit de lire pour dire que, dans ce cas, dans tel territoire, voici ce qu'il y a un manque d'informations. Parce que nous ne pouvons pas avancer si nous n'avons pas une capitalisation de l'information. Une capitalisation des inventaires, mais surtout une capitalisation des informations d'une manière régulière, tous les 5 ans, tous les 10 ans, ça dépend des choses auxquelles on s'intéresse. Maintenant, dans le cadre collaboratif, dans cet espace collaboratif, et vous avez les acteurs sont différents, vous avez les populations locales, vous avez les autorités locales, vous avez les partenaires sectoriels, mais le cadre logique qui est établi pour le plan d'action, pour protéger, pour conserver, pour valoriser dans le cadre, par exemple, de l'écotourisme, etc., nécessite effectivement la collaboration de tous les acteurs, la compréhension de ce qui est demandé. Parce que, pour le conservationniste, il va dire, le conservateur, il va dire, moi, je voudrais que là, personne n'y touche, personne n'y aille, etc. Mais quelqu'un, après, a l'intelligence qu'il faut développer pour dire, on peut y aller, on peut regarder, on peut photographier sans pour autant gêner, sans pour autant détruire, etc. C'est tout ça l'important de cette gestion collaborative, sans oublier le côté matériel de la gestion, parce qu'il ne s'agit pas de mettre en place des organes de gestion, sinon pas les moyens de faire. Il faut recruter des gens, il faut que chacun ait une espèce de rôle, si vous voulez, dans l'espace. Il y a toujours l'eau est gérée par tel organisme, la végétation par tel organisme, etc. Donc je pense que les recommandations concernant les organes de gestion qui sont les parcs culturels, qui sont déjà des administrations, seront enrichis par des dispositifs organisationnels à même de mener à bien les actions qui ont été, si vous voulez, programmées.
Et justement, Monsieur Salah Hamkran, dans ce sens, il faut dire que dans le plan de gestion des parcs, justement, cette philosophie ou ce concept de synergie intersectorielle est mise en valeur. Juste pour rajouter un peu et rappeler aussi, parce que cet aspect de gestion collaborative a été pris en charge dans le cadre du projet comme démarche. Donc, il faudra revenir donc à 2015, lors des lancements des travaux de terrain. L'une des démarches qui était donc objectif à développer au niveau des parcs, c'est la mise en place d'un système de gestion collaborative. Donc ce système a été initié et mis en œuvre à travers des plateformes de gestion collaborative, une plateforme qui réunissait tous les partenaires. Et ces plateformes de gestion collaborative ont été dédiées aux sites d'intervention, aux sites prioritaires. On en avait parlé tout à l'heure. Le projet a intervenu sur 13 sites prioritaires dans l'ensemble des 5 parcs. Et pour chaque parc, après un travail d'expertise, après un travail de concertation, de discussion avec les différents partenaires et acteurs locaux et même nationaux, des plateformes de gestion collaborative ont été mises en place. Des chartes de gestion collaborative ont été signées à titre indicatif pour Ihrir, pour Tihoudain, pour le Medak et pour le Taïsa et plein d'autres sites. Ces chartes, une fois signées avec des partenaires, et ont travaillé pour des politiques de conservation. Et le projet avait donc intervenu pour soutenir ce nouveau cadre de gestion collaborative par des opérations d'éco-développement à destination des populations locales dans les sites prioritaires. C'est comme ça qu'on a initié plusieurs programmes destinés à faire participer dans un esprit de gestion collégiale ou participative, parce que les populations sont déjà là, ils connaissent les territoires, ils sont déjà intégrés. Mais c'est de les initier, donc de les intéresser, de faire un travail collaboratif à travers plusieurs acteurs. Et ça c'est l'un des résultats phares du projet. Maintenant, entre le démarrage en 2015 et aujourd'hui, il y a un changement de vision et un changement d'attitude. Monsieur Moali parlait du parc. Le parc, pour nous, c'est le réceptacle, c'est le chef d'orchestre, parce que, comme il a si bien dit, c'est pas au parc de faire le travail de l'environnement, ni des ressources en eau, ni de la forêt. Mais il est là à orchestrer et à organiser à travers tous ces produits, parce que en matière de planification, le projet, à travers son intervention, a travaillé à doter ces territoires, que ce soit les parcs ou les sites prioritaires, par des outils de planification et de gestion. Et justement, dans ce sens, M. Abdelnour Moussouni, alors toujours afin de garantir une durabilité des réalisations de ce projet au profit des populations locales qui sont quand même d'un grand soutien déjà pour ces projets, un programme éco-développement a été mis en place en leur faveur. Donc effectivement, comme je l'ai dit par exemple pour asseoir cette démarche d'indissociabilité culture-nature, il fallait produire les outils adéquats, les outils appropriés pour la concrétiser sur le terrain. Donc, un des outils, c'était ces chartes de gestion collaborative, comme l'a expliqué M. Hamkran, qui ont été établis au niveau des sites prioritaires à titre pilote, où la démarche elle est accompagnée d'un programme d'éco-développement. Et ce programme d'éco-développement, il est conçu de sorte, si vous voulez, à inciter à la conservation de cette biodiversité, à l'amélioration de l'état de conservation de ces ressources naturelles qu'abrite le réseau des parcs culturels algériens. Et dans ces chartes de gestion collaborative, il y a un consensus commun. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs qui adhèrent à cette charte de gestion collaborative, qui mettent en œuvre d'une manière concertée des programmes, des activités, des actions d'éco-développement au bénéfice des populations locales, bien sûr, pour d'une part améliorer les conditions de vie des populations locales, mais le plus important aussi, c'est de les inciter, de les impliquer davantage dans le processus de conservation de cette biodiversité. Alors justement, l'application se fait à travers des formations que vous avez dispensées d'ailleurs à la population locale, à la société civile aussi, mais aussi aux journalistes, n'est-ce pas ?
Oui, bien sûr. Maintenant, l'intervention, parce que on est allé au détail de ce qu'on est en train de faire, mais l'intervention du projet des parcs culturels a 2 niveaux d'intervention. Un niveau systémique, donc à un niveau horizontal, et au niveau des sites. Et à chaque niveau, on a des outils et des activités adaptées. Maintenant, au niveau systémique, c'est par exemple la formation qui est destinée à renforcer l'intervention des acteurs, en commençant par les acteurs clés directement liés par l'objet de notre projet, qui est la conservation de la biodiversité, c'est les parcs, les différentes directions, par le renforcement de capacités dans la gestion, dans les méthodes d'intervention et de suivi sur le terrain. Ce travail a été fait horizontalement et beaucoup bon. Maintenant, pour le programme de formation, globalement, il y a eu 61 sessions de formation, toutes formations confondues. Ces sessions ont touché pratiquement 900 personnes formées. Et parmi les formations, il y a celles qui sont destinées à l'intervention des populations locales à travers des forums de discussion. Et on en a vu un exemple dans le reportage, c'est l'implication des femmes bergères sur les sites prioritaires. Bon, maintenant, nous, on est convaincus que la femme touareg maîtrise aussi le territoire autant que les hommes, elle est sur le territoire. Et ces femmes, une fois formées à faire ce travail, certaines d'entre elles ont même intégré le projet. En tant que fonctionnaires, intégrés aujourd'hui, sont fonctionnaires dans les parcs. Sakina Ayoub et Aïcha Mchar, que je salue d'ici, c'est les premières femmes conservatrices de la population locale, agentes de conservation, à avoir intégré le parc. Ça, c'est pour soutenir. Après, dans les programmes d'éco-développement dont on en a parlé, il y a eu plusieurs opérations suivies de la formation pour permettre aux jeunes filles d'avoir des sources de revenus. Parce que c'est ça aussi l'important de dire, c'est d'exploiter durablement. Il ne faut pas que, comme l'a dit Mouali, arriver en tant que conservateur, on va dire non, il faut que les gens aussi comprennent qu'il peut y avoir une ressource qui permettrait de vivre décemment au niveau de ces territoires. À Tegmart, à Terranant, à Tamajert, on n'est pas obligé d'y aller à Élysée ou à Tamarasset pour trouver un travail, or que les opportunités peuvent être dans la nature et dans la culture. Voilà, donc finalement, d'autres opportunités, encore une fois, économiques. Alors, dans ce sens, Monsieur Mouali, donc on a parlé un petit peu de cette formation et l'implication de la population locale à ce projet. Il faut dire que la connaissance ou prise de connaissance des parcs constitue on va dire une certaine quiétude morale chez ces populations, un certain esprit patriotique d'ailleurs, parce qu'auparavant probablement la population n'avait pas la présence d'esprit de dénoncer les braconniers par exemple. D'ailleurs nous l'avons vu tout à l'heure à travers le documentaire. Je pense que c'est la première fois que nous avons eu la chance vous alliez pour capturer le guépard, vous avez fini par capturer les braconniers. Donc finalement il y a un certain esprit patriotique à travers toutes ces formations, à travers toutes ces connaissances qui s'installent chez la population locale. Oui, certainement. De toutes les manières, les populations locales, elles connaissent leur territoire, elles connaissent le contenu biologique du territoire, elles connaissent c'est séculaire, elles connaissent l'usage de certains produits du territoire, que ce soit des plantes ou des produits animaux, etc. Donc tout ça, c'est des connaissances qui sont là-bas. Et puis voir des équipes de scientifiques qui viennent, qui s'intéressent à des choses qui ont été bien conservées grâce justement à la vigilance des populations locales. Tout ça, c'est une interaction entre les compétences, entre les connaissances, entre les compétences, et qui font que on en tire toujours une fierté. Parce que quelqu'un qui vit tranquillement à Ihrir ou quelque part ailleurs dans un petit faubourg, dans le Tassilou, dans la Hagar ou à Tindouf, voit venir des chercheurs algériens, voit venir du personnel intéressé par ce qu'il y a, et puis tout
ça, c'est vraiment, on en tire beaucoup de fierté, mais pas que de la fierté, parce que les échanges de connaissances sont là. Hein, donc, et je pense que dans le cadre du projet, où le projet a permis de valoriser davantage tout ça, parce que on regarde les images, parfois les images de la télé ou d'ailleurs, ou les écrits des journaux, le Tassi pour le tourisme, l'Aga pour le tourisme, le touriste il est là, il voit des choses, mais il ne voit pas beaucoup de choses. Hein, il y a beaucoup de choses qu'il ne voit pas. Je pense qu'à travers tout ce qui a été donc produit par le projet et en mettant l'accent sur un certain nombre donc de pistes à travailler pour plus tard. Maintenant, d'ailleurs, nous ne parlons plus de tourisme, nous parlons de tourisme durable ou d'écotourisme auquel il faut donner un sens, un sens concret par des changements. Et je pense que dans le cadre du projet, il y a eu beaucoup de travail fait auprès des agences de tourisme, etc. Maintenant, c'est à eux de faire le relais vis-à-vis des touristes. Justement, comment on peut, dans ce sens, ou dans cette perspective, à travers donc cette promotion, on va dire, ou le fait d'inculquer ce tourisme déjà responsable, de générer des recettes économiques dans ce sens? Il ne faut pas penser immédiatement aux recettes économiques. À mon avis, il faut d'abord structurer un peu tout cela, parce qu'il faut d'abord que les professionnels du tourisme s'approprient ce patrimoine. Le tourisme responsable. Il faut qu'il s'approprie. Il ne faut pas que ce soit uniquement un produit à vendre. Il faut qu'ils pensent que c'est un produit durable. Bon, évidemment, les agences locales, les guides locaux, tout ça, eux, ils en sont conscients parce qu'ils savent que c'est leur gagne-croûte. Hein, ils savent que c'est ça. Mais au-delà de ça, c'est aux gens qui pensent vraiment l'écotourisme de développer quelque chose dans ce sens. Moi, je pense qu'il y a les formations qui ont été faites. Il y a beaucoup de contacts qui ont été faits. Il y a des formations, etc. Et dans ce cadre-là, il y a maintenant à injecter toutes ces connaissances qui ont été comment dire, récoltées sur le patrimoine éco-culturel. C'est un beau mot d'ailleurs, sur le patrimoine éco. Il faut les injecter pour les mettre dans le produit touristique algérien, le produit écotouristique algérien, pour que les gens ne viennent pas uniquement parce qu'il y a des rochers, parce qu'on a l'impression d'être sur Mars. D'où l'intérêt du projet d'ailleurs. Absolument. Donc il faut qu'on reste dans ce terme de patrimoine qu'on peut valoriser, mais il ne faut pas tout de suite penser économie. Mais ça viendra. Ça viendra si... C'est une chaîne, ça viendra. C'est une chaîne de valeur qui viendra. Monsieur Amghran, par rapport à ça. Oui, bon, parce qu'on est en train de parler comme ça. Mais le projet a fait il y a toute une stratégie qui a été élaborée. Oui. Moi, j'aurais aimé qu'on en parle de cette manière. Être un peu méthodique par rapport au débat, par rapport au travail réalisé. Ce que disait Aïssa Mouali, nous l'avons fait. Il y a une stratégie qui a été élaborée. Il y a un travail d'expertise avec des experts. Il y a un investissement du programme pour dessiner toute une stratégie de l'écotourisme. Ça, on le sait. Ça a été dessiné et des propositions même ont été faites. Deux propositions de circuit écotouristiques. Parce que nous, on a démarré d'un constat. Parce que comme pour toute thématique au domaine, donc on a commencé par un constat. On a vu qu'il y a une manière de faire, d'exercer, d'exploiter le tourisme aujourd'hui dans les parcs. Je ne vais pas revenir sur les détails, donc il y a une manière de faire. Maintenant, nous, pour renforcer, aller vers un écotourisme et aussi un tourisme équitable, parce qu'on parle de l'équité aussi dans l'exploitation. Il faut que tout le monde, cette manne financière qui sera générée par le tourisme, touche tout le monde. Nous, qu'est-ce qu'on a observé? On a observé que les circuits organisés aujourd'hui, c'est des circuits qui se basent, comme on a dit, sur la nature ou le patrimoine archéologique, principalement les peintures rupestres, les peintures et gravures. On fait un circuit, on prend un groupe d'Alger ou de Paris ou de New York qui vient à Janet, il va aller à Tadrat, il va voir les paysages, il va y aller sur le plateau du Mudak, il va voir les peintures, il descend à Janet, et une soirée folklorique avec les troupes locales et on part. Nous, on veut changer.
On veut y aller vers cette proximité et voir les choses qu'on ne voit pas lorsqu'on est dans ce circuit. Et c'est l'écotourisme. Et c'est l'intégration des populations. Parce que dans cet esprit de gestion collaborative dont on en parle, ça aussi, on l'a appliqué au cadre du tourisme. La gestion collaborative du tourisme. Il faut que les villages, l'une des propositions qu'on a mises sur la table à discussion, qui a fait aussi objet d'un atelier organisé à Tazrouk en 2016, c'est la proposition d'un nouveau circuit. Ce n'est pas pour annuler les circuits existants, mais pour donner plus de latitude à d'autres partenaires, à d'autres acteurs de participer. C'est le circuit village et jardin de la Hagar. On sait qu'aujourd'hui, les villages de la Hagar et les jardins, on en connaît à Tazrouk, à Tit, à Balessa, à Mertoutek. C'est des havres de paix et de patrimoine et de culture. Donc on peut proposer de nouveaux circuits où le touriste viendrait chercher une expérience de vie. Pas qu'un voyage d'évasion, mais aussi une expérience de vie. Ça, on l'a fait, on a fait des propositions. On espère, bien sûr, nous, pour ne pas se perdre, tout ce qu'on fait, on l'a fait à l'intérieur d'un système de parcs qui est là, qui existe. Donc le projet vient renforcer tous ces aspects, dont le tourisme, donc des propositions d'idées de projets et d'idées de valorisation, pour s'appuyer sur le patrimoine aussi, parce que au jour d'aujourd'hui, même la valorisation économique du patrimoine, elle est en deçà de ce que pouvait donner le patrimoine. C'est pas 100 dinars de visite du parc du Tassili qui vont changer la donne économique pour les parcs. Il faudrait qu'on aille aussi à valoriser nos produits, même financièrement, parce que c'est des produits uniques et spécifiques. Et je trouve que c'est anormal qu'en 2022, on paye 100 dinars pour visiter le parc de la Hagar ou le parc du Tassili pour toute une durée d'un circuit. Valorisons aussi, même sur cet aspect, nos patrimoines et notre environnement. Alors justement, l'étendue de ces parcs, comme vous le dites si bien, donc, demande déjà, j'ai envie de dire, une grande conservation, une grande préservation, beaucoup de travail aussi, donc vu un petit peu de ces étendues. Alors il faut dire aussi que ces parcs culturels au nombre de 5 sont implantés dans le Sahara central, donc un territoire écologique plutôt fragile comparé à celui du Nord, n'est-ce pas, Monsieur Moussouni? Alors justement, là on a vu un petit peu donc la réflexion par rapport à l'investissement touristique, on va dire, à la promotion du tourisme de ces parcs, mais qu'en est-il aussi donc de la mise en œuvre ou de la mise en application des moyens et des techniques pour la valorisation de ces projets donc des parcs culturels? Alors pour la valorisation, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut à un certain moment veiller à créer cet équilibre entre conservation et valorisation de la biodiversité. Donc, et ça, c'est créé. En matière de projets de développement, chaque secteur inscrit à sa stratégie, donc il inscrit des projets de développement sur les territoires parce que, pour justement répondre à un besoin d'une population qui vit. Mais d'un autre côté aussi, il y a cette nécessité, cette urgence pour conserver cette biodiversité qui est fragile. Donc fragilisé à la fois, comme on l'a dit, par des conditions climatiques qui sont très rudes, par une activité aussi anthropique. Donc, c'est-à-dire, par là, on peut, si vous voulez, y accéder à travers une science participative, si vous voulez, ou comme on a déjà expliqué, où tous les secteurs interviennent dans la conservation de cette biodiversité. Le réseau du parc, par exemple, il dispose d'un système de surveillance et de contrôle sur les territoires du réseau de parc. Donc il y a des postes de contrôle qui sont implémentés dans les endroits les plus reculés qu'on peut imaginer et dotés d'un personnel donc, qui assure la surveillance, qui assure le suivi, qui assure le contrôle d'une manière permanente. Et dans certains territoires, il y a que ces postes de contrôle, j'allais dire, qui existent au niveau de ces territoires pour dire leur importance et aussi l'utilité de les doter encore davantage, que ce soit en personnel, que ce soit en matériel technique, pour assurer convenablement ces missions de surveillance, de conservation dans des territoires aussi vastes. D'où l'importance d'avoir impliqué la population locale dans la collecte de l'information, dans la surveillance, dans le suivi de cette biodiversité. Certains sites
pour y accéder, donc il faut beaucoup d'investissements en logistique, beaucoup d'investissements en temps. Or, ces populations locales qui sont sur ces sites, donc ils permettent d'acquérir cette information, de produire une donnée de façon permanente, de façon systématisée et de manière spatialisée. Donc tout ça, ça aide à créer une synergie qui permet de créer cet équilibre entre valorisation et conservation des ressources naturelles et de la biodiversité en général. Alors, je reviens à vous, M. Salah Mokran. Donc, comme on l'a dit en début d'émission, que ce projet donc, a été lancé en 2005. Donc, le 23 de ce mois, il y aura l'atelier donc, de la clôture de ce projet. Qu'en est-il aujourd'hui de l'évaluation de ces projets? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le projet a pu concrétiser ses objectifs? Oui, bien sûr. Comment dire, dommage qu'on arrive à une fin, puisque c'est un projet, donc il y a un cycle de vie. Donc, comme tout projet, donc il y a un début et une fin. Ce projet, donc sur ces deux phases, donc c'est 2005 et 2022, j'ai eu cette chance d'être dans toutes les parties, donc la première et la deuxième. La première en tant que responsable au niveau local et la deuxième en tant que responsable national. L'évaluation, vous savez que dans les mécanismes de gestion agréés par le FEM et le PNUD, il y a des mécanismes de suivi du projet. Bon, le projet est suivi annuellement. Et il est suivi à mi-parcours, il est évalué à la fin du cycle. Donc c'est comme ça qu'on a eu toutes les évaluations, donc des évaluations indépendantes. Donc c'est des experts retenus suite à un avis d'appel d'offres international. Ils viennent et ils ont évalué. Il y a eu une évaluation à mi-parcours de cette deuxième phase en 2017 et on vient de finaliser la deuxième, l'évaluation finale avec une notation très satisfaisante. Et pour nous, c'est honorifique pour l'équipe nationale, parce que j'ai toujours insisté de le dire, que ce projet a été mis en œuvre par une équipe nationale, une équipe de gestion et une équipe d'experts. Bon, il faut savoir que tous les experts qui ont intervenu depuis le démarrage de ce projet, c'est des experts nationaux. Et comme l'a dit c'est Mouali, donc il y a un gain, un retour sur investissement qui n'est pas inscrit dans les tablettes de ce projet, parce que c'est toute l'information et la donnée qui part vers les centres de recherche universitaires nationaux. Alors justement, quels sont les résultats concrètement aujourd'hui de ce projet ? Donc le projet avait à son tableau de bord 7 résultats. C'est comme le chiffre 7, c'est un chiffre magique. Donc je pense que ceux qui l'ont initié, donc ils l'ont initié dans cet esprit. Les résultats, donc il y a des résultats au niveau systémique et des résultats au niveau des sites. Donc on peut les énumérer. Bon, c'est le renforcement, c'est le renforcement du cadre de gestion, cadre administratif et réglementaire du réseau des parcs culturels. Donc il y a eu élaboration des textes pour gérer. Le deuxième, c'est le recrutement du personnel. Donc il y a eu recrutement, formation de 54 cadres intégrés à la fonction publique. Et c'est ce noyau initial qui va, Inch'Allah, constituer la cellule de la future structure de coordination du réseau des parcs culturels. Donc il y a eu le résultat, le cadre réglementaire, formation. Après recrutement, il y a eu la formation, donc formation adaptée donc, aux différents profils des intervenants et des partenaires, et aussi la communication. Là, il faudrait qu'on s'attarde un petit peu sur cet aspect de communication. C'est aussi une première pour un projet de coopération internationale mis par une exécution nationale, de produire une stratégie de communication et de toucher autant d'acteurs. Je pense que l'impact de la communication a fait changer la donne pour les parcs culturels. Entre le démarrage du projet et aujourd'hui, je pense que cet impact est important et est reconnu même au niveau international avec l'inscription des parcs comme autre mesure de conservation par l'UICN. Donc on est parti d'un travail national et on se retrouve à un travail international. Et justement, lors de l'atelier de clôture qui s'organisera le 23 mai, nous reviendrons un petit peu sur tous ces résultats. Bien sûr, d'ailleurs, le programme de l'atelier, c'est un programme qui va revenir sur tout ce qui a été réalisé. Il y aura des communications, il y aura une exposition chiffrée, une expo qui va donner tous les chiffres.
Et vous allez voir que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel par rapport au travail fourni et aussi à l'investissement. Il faut dire aussi que cet investissement, ce n'est pas qu'un investissement étranger. Il y a aussi l'investissement de l'État. Parce que les parcs et les offices des parcs sont dotés de moyens, sont dotés de budget, sont dotés de personnel. Parce que pour nous, le projet de coopération internationale, il est venu pour apporter un plus sur le plan méthodologique, sur le plan de démarche, sur le plan d'approche de gestion. Mais le socle était déjà là. Pour ça, nous avons réussi donc à profiter de cette manne financière, à la faire profiter dans le sens à la fructifier en interne. Donc, nous, pour notre programme, c'est un programme national et dire que tout l'investissement a profité techniquement, scientifiquement et même financièrement aux experts et aux intervenants algériens. Effectivement. Alors, M. Mouali, il faut dire aujourd'hui que les parcs culturels s'engagent dans une dynamique de développement durable. On sait que l'ONU, justement, a mis en place les 17 objectifs pour sauver le monde à l'horizon 2030. Pour revenir un petit peu à ces projets de parcs culturels algériens, donc, est-ce que ces projets aujourd'hui, on peut dire qu'ils ont réalisé certains de ces 17 objectifs ? Oui, je suis d'accord, bien sûr. Je pense que ce qu'a développé Abdelnour tout à l'heure par rapport au rôle de ces parcs dans la connectivité des habitats et des écosystèmes, je pense que ces parcs ajoutent quelque chose au patrimoine naturel algérien, je laisse le patrimoine culturel aux spécialistes, mais au patrimoine naturel algérien, par le fait ils enrichissent ce qu'on pourrait appeler la trame verte algérienne. Donc, en tenant compte de la résilience des écosystèmes, en tenant compte des capacités des capacités adaptatives des espèces, les efforts de conservation, de surveillance, de conservation permettront certainement le retour de la végétation dans certaines zones, le retour de certaines espèces animales, donc à travers des corridors biologiques qui vont venir avec le travail de conservation. Et bien plus que ça, puisque dans ces parcs culturels, il y a des zones humides. Nous aurons également, il y aura également ce rôle de compléter la trame bleue qui constitue donc c'est cette liaison entre tout endroit où il y a de l'eau, parce que vous avez des organismes aquatiques, vous avez des organismes terrestres. Pour ces organismes aquatiques, les zones humides du Sahara sont quelque chose d'indispensable, que ce soit dans leur vie de tous les jours, que ce soit dans leur migration. Et je rajoute encore un troisième point. Je prends l'exemple des oiseaux. Vous avez des milliers d'oiseaux migrateurs, mais ils viennent d'Europe. Il faut qu'ils traversent le Sahara, mais ils suivent les zones humides. Effectivement. Alors, très rapidement, Monsieur Salah Hamra, nous allons terminer sur une question. Alors, il faut dire que la culture met les bouchées doubles, d'ailleurs, pour la protection de l'environnement. Le projet prendra fin le 23 mai, mais sinon, quelles sont les perspectives par la suite pour ces parcs culturels? Bon, moi je vais considérer que l'atelier du 23, ce sera un démarrage d'une autre aventure, je l'espère. Parce que tout cet investissement, parce que c'est ça la caractéristique de cette deuxième phase, tout cet investissement a été capitalisé au sein du ministère de la Culture. Les collègues, dont Abdelnour et toute l'équipe à la direction nationale du projet, forment maintenant une équipe de recherche spécialisée dans la biodiversité des parcs culturels au ministère de la Culture. Ils vont continuer à travailler et nous, l'esprit, c'est de continuer parce que même en matière d'investissement, en matière de financement sur ces territoires, il ne faut pas oublier que c'est 1 million de kilomètres carrés et toute cette diversité nécessitait encore d'autres investissements, d'autres financements nationaux et des financements aussi internationaux. Juste pour vous dire, nous, dans notre projection, comme le patrimoine est au cœur du Sahara central, on veut que cette stratégie ou cette politique qui est menée dans les parcs culturels déteint sur les parties avoisinantes pour qu'on aille ensemble avec nos partenaires, nos voisins, au Mali, au Niger, en Libye, au Sahara occidental, vers la conservation du patrimoine. Monsieur Abdelnour Moussoni, je termine avec vous. On peut qualifier cette expérience comme une expérience humaine, culturelle, naturelle, très riche? Oui, c'est une expérience unique. D'ailleurs, le projet est cité comme référence en matière d'exécution
en matière de résultats. À travers ces concepts, si on parle du cadre mondial pour la biodiversité post-2020, qui reprend des notions d'indissociabilité, de connectivité, de gestion participative, le projet a déjà initié des processus dans ce sens. Donc on est en pleine adéquation avec les orientations mondiales en matière de conservation de la biodiversité. Ah ben voilà, merci beaucoup à vous, messieurs, d'avoir été parmi nous ce matin. Ça a été un plaisir de partager ce moment avec vous. Monsieur Salah Hamoukala, vous êtes le directeur national des projets, du projet des parcs culturels algériens au niveau du ministère de la Culture. Monsieur Mouali Issa, vous êtes consultant écologue, et aussi Monsieur Abdelnour Moussouni, vous êtes chargé de la planification au niveau de la Direction nationale des projets. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Donc nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Il a été question aujourd'hui de biodiversité et des parcs culturels algériens, un projet qui prendra fin le 23 mai, et c'était une émission consacrée à la biodiversité, à la célébration de la Journée internationale de la biodiversité. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable soirée en compagnie des programmes du Canal Algérie. Au revoir.